À la limite, c'est une proposition funeste. Mais faut-il faire une lecture étagée, c'est-à-dire en 3 strates. La première strate, c'est l'idée elle-même. Je viens de dire qu'elle est funeste. C'est une idée autour de laquelle gravitent un certain nombre de démons, ici et ailleurs. Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Le statut particulier de Dakar, c'est la meilleure façon d'apporter de l'eau au moulin du MFDC. La rébellion en Casamance comporte 2 écoles. L'école des faucons qui veut l'indépendance et l'école un peu plus modérée qui veut un statut spécial. Je me souviens un jour dans les palais du jardin donc de la présidence, j'avais évoqué le mot statut spécial en rapport avec le statut un peu spécifique de la Corse, et le président Wade était entré dans une colère noire. Oui. Donc il y a cet aspect. Deuxièmement, au regard de notre parcours institutionnel, cette idée est une idée rétrograde et réactionnaire. Dès 1960, les dirigeants sénégalais, notamment Mamadou Dia et Senghor, avaient déjà enclenché un processus vigoureux de décentralisation. Rappelez-vous, sous Mamadou Dia, on avait créé les CER, Centres d'expansion rurale polyvalents, à l'échelle des arrondissements. C'était une façon de décentraliser le développement. Après l'épisode de 1962, 1970 et 1972 ont été un grand tournant de la décentralisation. Et cette décentralisation a culminé avec 1996. Le président Wade, en 2000, il a embrayé sur la décentralisation. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous sort un statut spécial pour Dakar, alors les observateurs sont à la fois ahuris et navrés. Et pourquoi la capitale, justement, et pas les autres villes, puisqu'on a 500 et quelques communes? Vous avez raison, on a plusieurs communes. Et il y a un arrière-plan historique, d'ailleurs, qu'il faut convoquer, pour faire comprendre aux promoteurs de cette idée-là qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Rappelez-vous, à la fin de la loi cadre, 58-59, l'indépendance du Sénégal était en vue. Il y avait des milieux rétrogrades ultra-colonialistes nichés à la Chambre de commerce, je parle des Charles Kalenka, en collision avec des milieux autochtones. Je ne veux pas caractériser au niveau des ethnicités de nom, parce que les enfants et les petits-enfants sont encore là. Certains milieux réactionnaires avaient milité en faveur du détachement du Cap-Vert, pour faire de la ville de Dakar une ville internationale comme Tanger et Jérusalem. C'est ce qui convoque cette idée. Ils ne connaissent pas l'histoire du Sénégal. C'est Mamadou Dia qui a tué le complot dans l'œuf en transférant rapidement la capitale de Saint-Louis à Dakar. Les Saint-Louisiens étaient mécontents à juste titre, mais le dessein de Mamadou Dia était au-dessus des petits calculs administratifs des Saint-Louisiens. Et on voulait faire Tanger à Dakar. On voulait faire Jérusalem à Dakar. Et rappelez-vous qu'au lendemain de la création d'Israël, Jérusalem avait un statut spécial parce que Jérusalem était coincé entre la Jordanie et le nouvel État israélien. Tanger aussi a fait l'objet d'âpres négociations entre Mohamed V, qui était exilé à Madagascar, à la Ciel Saint-Cloud. Et après l'indépendance du Maroc, les Marocains se sont battus pour avaler Tanger et digérer Tanger. Alors, quand on a vécu un épisode comme ça, comment peut-on revenir nous sortir quelque chose qui réveille les démons? Oui, en fait, c'est l'enjeu qui m'intéresse. On s'achemine vers des élections. Est-ce que Dakar constitue un enjeu aussi bien pour les tenants du pouvoir que les autres? Ça aussi, c'est la dimension triste de l'affaire. Vous savez, la démocratie, on l'accepte. Et on l'accepte avec tout ce qu'elle implique, comme facilité et comme difficulté, et comme perspective. Mais être démocrate, c'est accepter les règles du jeu jusqu'au bout. La vitalité démocratique, d'ailleurs, elle permet tout. On peut demain élire un maire non dakarois, autrement dit un Kognadi de Bandafassi, un Bassari de Etcholo. L'un d'eux peut se retrouver maire de Dakar par la volonté souveraine des populations. C'est donc dire qu'il ne faut pas désespérer et légiférer n'importe comment. Jacques Chirac était originaire de la Corrèze et il a été inamovible maire de Paris, justement à propos de lui et à propos d'une élection dans une capitale. Mais Chirac et Giscard ne s'entendaient pas en 1977. Giscard avait son candidat, Michel Dornano. Chirac était candidat pour lui-même. Ils étaient tous de la droite, mais ils n'appartenaient pas à la même formation politique. Mais Chirac a accepté les règles du jeu. Plutôt, Giscard a accepté les règles du jeu et Chirac a triomphé. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? On est allé à l'assaut de Dakar une fois, 2 fois, 3 fois, on a mordu la poussière. Maintenant, on légifère par défi. Comme on dirait en Wolof, mais on ne peut pas gouverner par dépit. On ne peut pas décréter par dépit. Ce n'est pas parce que vous avez échoué
qu'il faut prendre une mesure extrêmement rétrograde. Mais il y a aussi un problème de cohabitation, c'est-à-dire à partir du moment où le maire et le maire de la capitale ne trouve pas une certaine intelligence sociale avec le président de la République, on voit qu'il y a toujours des obstacles. Khalifa Sall en a vécu à un moment donné à partir de 2009 avec Wade, mais ils ont su transcender. Mais à partir de 2012, c'est devenu très difficile avec l'actuel président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas trouver une formule? Je ne parle pas de statut, mais est-ce qu'il ne faudrait pas trouver une autre formule qui puisse permettre au maire de la capitale, même s'il est en désaccord avec le président de la République, de travailler? Je vais vous dire quelque chose que j'emprunte au général de Gaulle. Il disait, à propos d'une considération de cette nature, il disait, pour surmonter une difficulté du présent, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés avec le maire de Dakar qu'il faut prendre des décisions et mettre en avant des décrets qui sont de nature à nous catapulter 30 ans en arrière. Mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette formule-là, à chaque fois, en tout cas depuis 2000, parce que même Wade, quand il est arrivé en 2000, Dakar était sous délégation spéciale. Et c'est après que Pape Diop ait pris les rênes du pouvoir qu'ils ont pu travailler convenablement. Khalifa Sall arrive comme un opposant qui arrive à la tête de la capitale. Ils ont su trouver des formules adéquates pour lui permettre de travailler. Mais à chaque fois que le maire est opposant, on trouve des problèmes. Est-ce que c'est parce que notre démocratie n'est pas assez mature? Ah non. Il ne faut pas faire le procès de la démocratie, il faut faire le procès des démocrates. Est-ce que nous sommes à la hauteur de la démocratie? Est-ce que notre démocratie ne connaît pas une pénurie de démocrates? Comme disait l'autre, est-ce que le messager est à la hauteur du message? Voilà la vraie question philosophiquement. Est-ce que le messager est à la hauteur du message? Est-ce que le destinataire du message est à la hauteur du message? C'est nous qui avons des difficultés. C'est nous qui avons des difficultés à être à la hauteur des défis que nous balance notre démocratie. Mais les difficultés là, il faut les accepter. Je vous disais tout à l'heure, citant De Gaulle, que pour surmonter une difficulté d'aujourd'hui et d'aujourd'hui seulement, il ne faut pas hypothéquer l'avenir. Et les personnes qui sont à la base de cette idée-là, alors ne sont pas soucieuses de la place qu'ils vont occuper demain dans les chapitres des manuels scolaires. Prenons par exemple une personne, vous l'avez cité tout à l'heure, comme Aminata Mbengue Ndiaye. Voilà une femme qui force le respect, avec un parcours politique appréciable et remarquable. Femme d'État qui n'a jamais été accablée par un scandale dans sa gestion, qui n'a jamais été accablée acculée par un organe de contrôle. Elle est au crépuscule de sa carrière, elle est au crépuscule de sa vie. Elle appartient au parti de Senghor, dont elle est un des successeurs. Lointain, d'accord, mais un des successeurs. Et le PS a été locomotive de toute la décentralisation dans ce pays. En tout cas, la partie la plus massive de la décentralisation. Comment celle-ci peut porter une idée pareille? Et on voit que du côté de l'APR, on ne parle pas de ça. L'APR s'arrange pour ne pas en parler. Le président n'en a pas parlé. Les voix autorisées comme Latif Coulibaly, Seydou Gueye n'en parlent pas. Ce qui veut dire que le palais, d'ailleurs, dresse des pare-feux. Peut-être que c'est senti redevable aussi au président. Oui, non, attendez. On est dans une coalition, mais on n'est pas dans l'esclavage. Un allié n'est pas un valet. Ah non, pourquoi le PS porte cette idée-là? Cette idée qui insulte sa propre histoire. Alors, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle de statut spécial, même si pour ce cas spécifique, c'est de Dakar dont on parle. Mais quelqu'un comme Barthélémy Diaz a récemment dit que c'est Touba qui méritait plus d'avoir un statut spécial. Vous, à un moment donné, vous avez également dit que Casamance devrait bénéficier d'un statut spécial. Des propositions qui aujourd'hui sortent à Florès, on peut le dire ainsi, puisque si chacun veut maintenant bénéficier d'un statut spécial, est-ce que cela ne risque pas de créer mais permettez-moi de corriger. Moi, je n'ai jamais dit que la Casamance doit bénéficier d'un statut spécial. On était dans une conférence de presse et j'avais interrogé le président Wade. Donc, une question se termine par un point d'interrogation. Ce qui veut dire que donc, ce n'était pas une affirmation de ma part. De toute façon, moi, je n'ai aucune autorité dans ce pays-là pour envisager une quelconque réforme de cette ampleur-là. Mais en gros, vous avez raison de convoquer l'exemple de Touba. C'est-à-dire que ça va être la boîte de Pandore largement et brusquement ouverte. Vous savez, dès que vous ouvrez les vannes, vous ne pouvez plus contrôler le débit de l'eau et la plaine risque d'être inondée. À partir de ce moment, la Casamance, plusieurs villes saintes, certaines régions périphériques comme Kédougou vont trouver des prétextes. Écoutez, il y a un fleuve qui nous sépare du reste du Sénégal, il y a notre proximité avec le Mali, il y a une imbrication ethnique. On va sortir des arguments fallacieux. En outre, le pays a réussi une prouesse. Quelle est cette prouesse? Nous avons décentralisé de façon performante, sans pour autant porter atteinte au bloc de la nation.
C'est-à-dire, d'un côté, on décentralise, mais on s'arrange pour que le bloc national soit sans fissure. Et maintenant, on veut nous créer des fissures sur le bloc national. C'est une aberration et une surprise. Si je reviens au cas de la Casamance, quelqu'un comme Pierre Sané, qui a été responsable à Amnesty International, propose aujourd'hui la mise en place d'une commission justice, réconciliation et vérité, comme cela a été expérimenté dans d'autres pays de la sous-région. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne formule pour sortir aujourd'hui de ce conflit? Non, moi je suis farouchement contre les mimétismes et les transpositions mécaniques et brutales. D'ailleurs, si vous faites la typologie des conflits et des crises, vous verrez que ce qui s'est passé en Afrique australe n'a rien à voir avec ce qui se passe en Casamance. C'est deux crises qui n'ont pas la même physionomie. Là-bas, il y a une minorité blanche qui avait fait main basse sur le pays, sur les institutions et sur l'économie. Et dans le prolongement de l'Afrique du Sud, on avait la petite Rhodésie, qui était une colonie britannique, mais entrée en rébellion avec Ian Smith, qui a proclamé unilatéralement l'indépendance. Ça n'a rien à voir avec la Casamance, qui est une région à un moment donné mal arrimée au Sénégal, qui du point de vue de l'administration n'a pas été correctement prise en charge à bien des égards, parce que quelques frustrations sourdes, quelques grognes mal exprimées n'ont pas été traitées à temps et ça a dégénéré. Mais ici, la comparaison n'est pas possible. Et à partir du moment où comparaison n'est pas raison, à partir du moment où les deux conflits, les mêmes crises, les mêmes difficultés n'ont pas la même physionomie, alors moi je suis contre ce type de proposition. Qu'est-ce qui risque de se passer? On risque de gratter une plaie dont la cicatrice est en train de connaître un certain renforcement. Alors, et le sang va gicler. Parce que si vous faites une commission d'enquête, vous allez pointer les crimes de l'armée, vous allez pointer les crimes de la rébellion. Est-ce que c'est la meilleure façon d'asseoir la paix au moment où il y a une accalmie? Mais qu'est-ce qui reste de cette rébellion aujourd'hui, concrètement? Est-ce qu'on a encore des postes de résistance voilà. Non. Sur le terrain, il y a une accalmie, même si accalmie n'est pas synonyme de paix. C'est ce que dit Robert Sagna. Oui, ensuite le rapport de force, comme je vous l'ai dit l'autre jour ici, est en faveur de l'armée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État du Sénégal aujourd'hui devrait faire pour retrouver cette paix définitive? Je crois que c'est à l'État de trouver les voies et moyens. Moi, je ne suis pas conseiller du président, mais ce que je sais, c'est que quand on a une situation comme ça, qui est extrêmement favorable en termes de rapport de force, qui est extrêmement favorable en termes d'ambiance de paix et de quiétude, il faut embrayer sur des propositions, sur des idées et sur des dessins. Parce qu'en vérité, il faut avoir un dessin pour la Casamance. Bon, on me dira qu'il y a des projets, on me dira qu'il y a des milliards qui ont été investis. Mais quand je parle de projets, c'est-à-dire projets en rapport avec les Casamancés et projets qui cristallisent le consensus des Casamancés. Mais ça, ce sont des démarches politiques qui n'ont rien à voir avec la carcasse du pays. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de fissurer le pays, il n'est pas question de le désintégrer. Or, justement, le fameux statut spécial est un facteur de désintégration. D'accord. Très bien. Non loin de là, oui, en Guinée-Bissau, il faut qu'on avance puisque le temps nous rattrape. Il y a la Cour suprême qui a invalidé les résultats du second tour de la présidentielle, alors qu'on a vu un Umaro Sissoko Embalo qui a commencé déjà à faire le tour de certains pays étrangers pour dire qu'il prépare son investiture. Comment faudrait-il comprendre aujourd'hui ce revirement? Quelles répercussions cela pourrait avoir? Il y a plus qu'un revirement, il y a un ensemble de péripéties. Vous savez, la crise en Guinée-Bissau cristallise un certain nombre d'aspects. Mais moi, je retiendrai les aspects cruciaux qui intéressent les observateurs sénégalais comme vous et moi. Qu'on le veuille ou non, la Guinée-Bissau est une dimension de sécurité nationale pour le Sénégal. Un peu à l'instar de la Gambie, sans être semblable à la Gambie. Ah oui, il faut insister là-dessus. À l'instar de la Gambie, sans être en conformité avec la Gambie. Mais quand même, quelque part, il y a une dimension de sécurité nationale. Parce qu'un régime ami à Bissau est une bonne chose pour nous, du point de vue de cette Casamance encore mal arrimée. Et avec ce MFDC, bien qu'il soit résiduel, il peut toujours trouver un sanctuaire en Guinée-Bissau. Ensuite, si le locataire du palais présidentiel de Bissau n'est pas ami avec le Sénégal, alors on peut se réveiller et faire face à des surprises désagréables. Donc, du point de vue géopolitique, on a le souci d'avoir sur place le prolongement d'une certaine amitié. Ça, c'est logique. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas reprocher au Sénégal d'être favorable à... D'avoir un candidat. Et d'avoir un candidat et d'avoir
un poulain, en l'occurrence Embalo. Seulement la démarche du Sénégal aussi a manqué de tact et de Mais le président Macky Sall qui félicite déjà le candidat qui est supposé avoir gagné et qu'à côté qu'on voit ce qui se passe, est-ce qu'il n'est pas allé vite en besoin? Le président Macky Sall a fait plus que ça parce que tout le monde sait que le Sénégal a soutenu Embalo, mais ça c'est pas méchant. De toutes les façons, les parrainages existent. Voilà, mais ils doivent être discrets et non ostentatoires. Alors dans ce cas précis, non seulement on a aimé et aidé Embalo, mais également on a convoqué et provoqué et créé et scellé une alliance anti-PAIGC ici à Dakar et de façon non discrète. Alors pour quelqu'un qui connaît l'histoire de la Guinée-Bissau, sa trajectoire historique, un pays qui a lutté armes à la main, dans ce pays, quel que soit le délabrement économique, quel que soit le délabrement institutionnel, quel que soit, passez-moi l'expression, le foutoir qui prévaut là-bas dans ce pays, il y a quand même un socle de dignité nationale. Et ils ont lutté armes à la main pour acquérir leur indépendance. Donc il y a des ingérences qui les choquent au plus haut point. Et je crois qu'on a manqué de discrétion, on a manqué également de finesse dans notre appui à Embalo. Maintenant, il y a aussi le personnage de Embalo lui-même qui est problématique. En quoi? Ah, oui. Voilà quelqu'un qui se lance dans des initiatives intempestives avec des déclarations sans restriction sur tous les sujets, alors qu'il vient d'être élu et non investi. Alors, il multiplie les déclarations les plus fâcheuses. Et permettez-moi de vous dire qu'en dehors du président Macky Sall, excepté Macky Sall, la plupart des chefs d'État de la CEDEAO, la majorité des chefs d'État de la CEDEAO sont contre lui. Et pour cause, à cause de son style. Le personnage est un peu loufoque, le personnage est un peu écervelé. Général d'opérette qui se permet de dire « je serai investi, sinon il y aura la guerre ». Ah bon? Il a une armée pour faire la guerre? Est-ce qu'il contrôle l'armée de Guinée-Bissau? Pour quelqu'un qui connaît l'histoire de cette armée, lui, il ne la contrôle pas, bien qu'il soit un général d'opérette. On l'a vu aussi s'attaquer à Alpha Condé. Oui, à Alpha Condé. Or, tout le monde sait qu'il y a un syndicat des chefs d'État. Il y a une façon d'attaquer les chefs d'État. Les réflexes syndicaux prévalent et se dressent contre vous. Et puis, il a fait des déclarations gravissimes. Ses relations avec Kadhafi. Il est en train de remettre à la surface de l'actualité des choses qui étaient bien enfuies et des choses gênantes. Quand il dit qu'il a été l'ami de Bachir Saleh, Bachir Saleh, c'était le directeur de cabinet de Kadhafi. C'était l'argentier de Kadhafi vers l'Afrique. C'est lui qui s'occupait des financements. Aujourd'hui, il s'est réfugié en Afrique du Sud, où il a été victime d'un attentat. Mais il n'est pas mort. Alors lui, il dit, j'étais son homme dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. Autrement dit, c'est lui qui servait d'interface entre Bachir Saleh, argentier de Kadhafi, et Blaise Compaoré, dans un contexte où on avait Charles Taylor en guerre au Libéria, Fodé Sonko en guerre avec le RIF en Sierra Leone, et lui, il était au cœur de tout ça, et il le rappelle aujourd'hui. Et là, il indispose des gens. Alors moi, je me demande comment il peut se comporter comme ça. Il s'y ajoute aussi que, du point de vue de la communication, sa démarche est surprenante. Dans un pays où l'animisme prévaut, dans un pays où le christianisme prévaut, certes, il y a une concentration de musulmans dans le nord, vers Gabou et vers Pirada. J'ai visité ce pays. Mais quand même, tout le monde sait que porter un turban à la Yasser Arafat, dans un contexte sahélien où on a une peur bleue du djihadisme, alors si vous continuez à agir comme ça, c'est comme s'il agitait un chiffon rouge devant un troupeau de taureaux noirs. Alors, il excite la haine contre lui, il excite l'hostilité contre lui, et il indispose le Sénégal. Et lui, son calcul, c'est de nous entraîner dans une guerre. Parce que quand il dit « je serai investi, sinon il y aura la guerre ». Dans une guerre avec qui? L'intervention sénégalaise. C'est le but recherché. C'est le but recherché. Parce que quand il dit « si je ne m'installe pas, je ferai la guerre », avec quoi il va faire la guerre, lui? Est-ce qu'il contrôle l'armée? Au moment où nous parlons, il y a des généraux qui sont placés en résidence surveillée à Bissau. L'amiral Américo Gomez, alias Boubouna Tchouchou. Actuellement, il est placé sous résidence surveillance. Il est placé en résidence surveillée parce qu'il voulait faire un coup d'État. Alors, c'est donc dire que lui, il joue avec le feu. Et il veut nous entraîner dans une affaire. Or, la Guinée-Bissau, ce n'est pas la Gambie, et vice-versa. Oui, et la posture, quelle est la posture attendue du président de la République dans ce genre de situation du Sénégal? Puisque les choses, en termes de confusion, ont atteint le paroxysme, alors je me demande lui-même comment il va naviguer. Parce que ce monsieur-là, il fallait le freiner à temps, il fallait le canaliser à temps, le placer sur des rails, lui donner un comportement, injecter dans sa tête une dose de responsabilité et de calme. Merci. Mais là, les choses ont atteint un niveau de confusion difficile à corriger. Merci beaucoup.